Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille Frédéric Génicaud. Bonjour Frédéric. Bonjour Flavie. Merci beaucoup d'être à mon micro. Aujourd'hui Frédéric, je vais t'interviewer sur un sujet que je trouve absolument génial parce que ça va être très à la fois opérationnel, nous donner des idées et tout. C'est comment on fait pour écrire un livre quand on a une certaine expertise. On parle d'un livre business, hein, bien sûr, je ne vous lance pas sur le roman, la fiction. Quoique, s'il y a des artistes ou des romanciers dans l'âme, ben, dites-moi, écrivez-moi un petit message. Donc, Frédéric, comment te définir? Tu vas te présenter parce que tu as plein d'activités, mais tu es entre autres bien indépendante, coach, autrice, puisque tu as écrit le livre Adieu salariat, bonjour la liberté aux éditions Erol. Je me trompe pas? Pour l'instant, c'est bon. Tu as tout juste Flavie. Alors, quelques Donc, mots peut-être pour me présenter. mhm. Donc, moi, je suis effectivement une entrepreneur depuis 14 ans. Je suis consultante en stratégie commerciale. Je coach d'autres consultants et d'autres coachs à trouver des clients. Et effectivement, j'ai écrit un livre. Je vais peut-être juste expliquer que j'ai été salariée pendant 16 ans avant de franchir le pas. Donc, ce livre raconte un petit peu mes 14 années d'entrepreneuriat. Ah ouf, tu veux dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde, même si Oui, on est encore salarié. je pense qu'il y a de l'espoir pour tout le monde, même si je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ça, Eh ben, c'est important aussi à signaler. tu vas nous raconter ça parce que dans ce cheminement qui a été le tien d'écrire un livre, évidemment, ça s'entremêle avec ton témoignage d'entrepreneur. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Bref, donc, écoutez jusqu'au bout cet épisode parce qu'on va avoir la recette pour écrire un livre et le faire éditer. On parle bien en plus d'un éditeur assez standing hein, sur la place des bouquins sur les affaires, etc. Alors, bon, Frédéric, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi, beaucoup d'auditeurs et auditrices du board qui se disent, j'ai une expertise, j'aimerais bien écrire un livre. Alors, on commence par quoi? Ben, on commence déjà à ne pas écrire le livre. C'est un peu paradoxal, mais c'est le premier conseil que je donne. Je crois que la première chose à faire, c'est de rédiger ce que moi j'appelle un synopsis. C'est comme un scénario de film, et puis de partir à la recherche d'un éditeur. Alors, je vais peut-être pas commencer à tout raconter, je vais attendre que tu me poses des questions. Mais c'est vraiment la première chose parce que j'ai vu beaucoup de gens écrire des livres, passer beaucoup de temps à le faire, et puis finalement chercher un éditeur et devoir recommencer à écrire plein de choses ou même à recommencer à tout écrire. Hmm. Donc, je dirais avant, on se pose, on va effectivement réfléchir à un certain nombre d'éléments, on trouve un éditeur et puis on commence à écrire. Alors super, bah, je vais te lancer tout de suite sur le synopsis, parce qu'avant même le synopsis, certains sont confrontés à l'embarras du choix et se disent, et alors bon, on a tous plein d'expertise, qu'est-ce que j'écris? Pour qui? Alors comment choisir son sujet de livre peut-être aussi? Alors, on peut avoir il y a deux options. Soit on choisit quelque chose qui nous fait plaisir, voilà, on se sent à l'aise sur un sujet, c'est un sujet qui nous porte. Ou alors on a une option qui est une option très utilitariste, où finalement on se dit aujourd'hui, on a une expertise dans un domaine particulier, que ça soit salarié ou entrepreneur, et on considère que le livre est une façon de légitimer cette expertise. C'est-à-dire, en France, quand on a écrit un livre sur un sujet, on fait partie des experts de ce sujet-là, Hmm. et on est contacté quand les journalistes ou d'autres personnes souhaitent des informations sur ce sujet. Hmm. Voilà. Maintenant, le côté un peu utilitariste, oui. Maintenant, il faut savoir qu'écrire un livre, ça prend du temps. Hmm. Donc, si c'est que pour être légitime et être visible avec son expertise, il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver qui prennent moins de temps. Et puis aussi, ce temps qu'on passe est finalement très peu rémunéré. Puisqu'en fait, on gagne pas d'argent avec un livre. Hein. Ceux qui gagnent de l'argent avec des livres, ce sont des gens qui ont des milliers, des millions de lecteurs, Hmm. parce qu'un livre, c'est très peu rémunéré, et puis c'est des droits d'auteur qui sont très peu importants finalement par livre vendu. Donc il faut en D'accord. vendre beaucoup pour gagner beaucoup de l'argent. Donc Ok. moi, je pense que c'est un mix. C'est aimer écrire et aussi se dire que finalement, c'est un moyen de mettre en avant ou de réfléchir aussi à comment on peut présenter son expertise de manière résumée. Enfin, c'est un moyen aussi de poser quelque part ce qu'on Hmm. sait faire.
Et je te remercie, c'est très clair. Alors, deuxième question qui me vient à l'esprit, quand on parle de coucher sur le papier ses idées, souvent on est dans un milieu ultra concurrentiel, hein, où il y a déjà des gens qui ont écrit des livres quand même sur notre sujet à peu près. Alors, comment on fait pour se différencier? Est-ce qu'il faut les lire tous? Est-ce qu'on fait une étude de marché? Enfin, je sais pas, comment ça se passe? En fait, le synopsis, il commence par ça, c'est-à-dire il commence par définir finalement à qui s'adresse le livre. C'est un produit, un livre, hein, donc il a une cible, il s'adresse précisément à qui, et il faut avoir une cible qui est assez précise. C'est-à-dire, au plus la cible est large et diffuse, au moins finalement ça va être facile. Donc une cible précise, première chose. Deuxième chose, il faut avoir un angle. Alors évidemment, quand on est expert ou experte d'un sujet, il y a déjà des choses qui ont été écrites sur ce sujet-là. Mm. Mais on a sans doute un angle particulier, une façon particulière d'aborder les choses. Moi, la façon dont je parle de l'entrepreneuriat, c'est une façon qui est peut-être différente de la façon dont d'autres parlent de ce sujet. Moi, j'ai une façon très réaliste, c'est-à-dire je suis très enthousiaste, mais j'ancre ça directement dans une réalité très concrète qui est de faire quelque chose qu'on aime, mais en tout cas gagner sa vie. Voilà, Oui, donc il y a ces deux éléments-là qui sont importants. Donc c'est l'angle, et ça c'est vraiment important. C'est qu'est-ce qui va faire la différence? Alors évidemment, la première chose, c'est d'aller se promener dans une Fnac, dans un magasin qui vend des livres business, et de regarder ce qui est publié. On peut faire une recherche aussi sur Amazon. L'intérêt d'aller en magasin, c'est aussi de voir comment est présenté le livre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est du texte? Est-ce qu'il y a des dessins? Est-ce qu'il y a des trucs pratiques, etc. Et puis, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que font les autres? Quel est mon angle et comment moi je veux le présenter? Ça, c'est la base. Ok. Et à ce stade, avant d'avoir trouvé l'éditeur, tu commences déjà à sonder des gens, genre tes lecteurs potentiels. Est-ce que tu t'en parles autour de toi? Comment tu fais une petite étude sur tes acheteurs potentiels, tes lecteurs potentiels? A priori, mes lecteurs potentiels sont, si je suis indépendant, mes clients, puisqu'en fait, je parle de mon expertise. Et si je suis salarié, c'est des gens dans mon domaine d'activité ou des entreprises qui peuvent m'employer. Enfin, si on regarde ça de manière très, très pragmatique. Est-ce que j'en parle autour de moi? Oui et non. C'est-à-dire que moi, je vais avancer sur un projet, mais ça, c'est de manière générale assez. Et puis, je vais en parler autour de moi parce que à ce moment-là, c'est une forme d'engagement. Et moi, ça m'aide à me mettre en action. Je comprends, tout à fait. Donc tu t'engages, mais tu veux pas non plus trop dévoiler. Enfin, après, ça peut changer aussi, c'est ce que tu dis, il faut garder un peu de souplesse. Alors, je reviens sur le synopsis. Donc maintenant que tu l'as rédigé, on a un angle, on a un point de vue, on a une expertise, on a peut-être déjà une idée de la forme ou du format. Je me permets de t'interrompre. Oui. On a 2 éléments supplémentaires dans le synopsis. C'est une bio, ta bio, donc un court résumé de ton parcours professionnel, y compris ta présence sur les réseaux sociaux. Sur quel réseau tu es présente au présent et quelle est l'importance de ta communauté. Ça peut être aussi le fait que tu sois membre de réseaux qui sont des réseaux physiques, hein, des réseaux professionnels, etc. Et puis un plan du livre. Oui. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir détaillé la façon. Donc l'angle, c'est la façon dont toi tu en parles. Et puis comment ça va se présenter? Est-ce que c'est 5 chapitres? Quels sont les sous-titres des chapitres? Et quelques mots par chapitre. Voilà. Et ça fait combien de pages ce synopsis à peu près? Ça fait 3-4 pages, pas plus. C'est pas parce que certains éditeurs en plus ont des formats, c'est-à-dire qu'ils te demandent de remplir des choses qui sont préexistantes. Et dans ce qu'il faut remplir, il y a ces éléments-là. Donc il ne s'agit pas de faire 10 pages. Il faut montrer aussi mettre en avant les choses importantes. Mais la synthèse, c'est le plus dur. Alors, continue à nous prendre par la main. Comment on fait pour entrer en contact avec des éditeurs? Enfin, je sais pas, moi je me dis, il faut connaître des gens, c'est l'entre-soi. Comment tu as fait, toi, pour trouver un éditeur? Alors, moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, que je ne connaissais pas, qui est une amie d'une amie. Et il s'avère que j'avais dit depuis un certain temps que je voulais écrire un livre. Et donc, cette personne m'a proposé, en fait, de présenter mon livre à un éditeur. Et je l'ai rémunéré pour ça. Donc, ça, c'est possible. Maintenant, les éditeurs reçoivent des livres toute la journée. Donc, il est possible de contacter des éditeurs. Moi, j'avais fait une démarche similaire il y a quoi? Un peu moins de 10 ans, pour un livre pour enfants. J'avais contacté les éditeurs de la place et j'avais effectivement trouvé un éditeur. Bon, le livre, je l'ai jamais écrit,
mais j'avais bien trouvé un éditeur pour ce livre-là. Donc, je dirais, il faut peut-être, oui, effectivement, demander autour de soi si on a des gens qu'on connaît qui ont écrit des livres, si ces personnes-là peuvent nous mettre en relation avec une personne au sein d'un éditeur. Mais après, vous envoyez ce projet et je dirais les discussions commencent, hein, parce que le projet, ils vont sans doute souhaiter ou pas vous rencontrer, parler avec vous, amender le projet, le rectifier. Enfin, c'est sur base de ce document-là que les discussions vont commencer. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ce document-là montre aussi votre côté professionnel, c'est-à-dire vous faites ça, ça démontre quand même un engagement dans cette activité-là. Et ça, quelque part, je trouve ça un signe positif. Super, bah écoute, je te remercie. Alors moi j'ai remarqué, j'avais vu pas mal de tweets de journalistes comme ça qui expliquent aussi les do et don't pour comment les contacter, pour parler de son livre, de son podcast, faire sa promo. J'ai l'impression donc c'est hyper concurrentiel. Est-ce qu'on peut les contacter sur les réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux? Et puis tu parlais aussi de l'importance d'avoir une bonne communauté. Quelle était ta communauté? Comment ça t'a aidé? Comment tu as mis ça en avant? Et est-ce que ça t'a aidé aussi à avancer dans ton projet de livre? Alors, sur la communauté, c'est clairement un critère de décision de l'éditeur. C'est-à-dire l'éditeur, il choisit quels sont ses critères de décision? C'est la légitimité sur le sujet. Moi, j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat, c'est 14 ans d'expérience. J'imagine qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui démarrent, qui écrivent, ils ont peut-être moins de choses à raconter. Parce que moi, je peux raconter les hauts et puis les bas aussi, ce qui est peut-être moins le cas quand on démarre. Voilà. Il y a le fait que ils avaient vu que j'écrivais déjà. Moi, j'écrivais beaucoup d'articles. Donc, ils ont vu aussi le style de l'écriture et ils se sont dit, bon, c'est écrire, donc ça veut dire que si elle s'engage à écrire en 6 mois, en 1 an, elle le fera. Quelqu'un qui n'écrit pas, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment une discipline, hein, l'écriture, même quand on écrit un livre professionnel. Et puis, il y a effectivement la partie qui est le réseau, c'est-à-dire vraiment la communauté qu'on a, les gens qui nous suivent. Et c'est vrai que moi, ça a contribué effectivement à développer les ventes assez rapidement puisque j'avais des gens qui me suivaient et donc qui ont acheté le livre. Pour revenir sur la question sur les journalistes, c'est relativement compliqué parce qu'en France, moi je dis en France parce qu'en Belgique, ça l'est un peu moins. Et que moi, j'ai fait beaucoup de promos en Belgique puisque je suis belge et que je vis en France depuis 21 ans. En fait, les journalistes ont sur chaque sujet des gens avec lesquels ils sont habitués à travailler, entre guillemets. Et c'est compliqué, en fait, de casser ça. Donc, ça demande sans doute d'avoir un angle très particulier. Et puis, peut-être d'être introduit, d'avoir un réseau aussi qui est capable de vous mettre en relation avec des journalistes. Bon, ceux-ci sont très sollicités, mais une fois qu'ils sont... Moi, je l'ai vu sur me concernant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as développé des relations avec des journalistes, ils te sollicitent régulièrement sur les sujets qui traitent de ce que toi, tu connais. Parce qu'ils te connaissent, ils sont habitués, ils ont ton numéro de téléphone, ils savent que tu réponds. Enfin, voilà. Et c'est un peu ce fonctionnement-là. Donc, c'est pas très ouvert quelque part. Ouais, c'est un peu du référencement. Alors, pourtant, je t'ai vu sur les plateaux de BFM. Donc, ça, c'est quand même un peu un aboutissement. C'est quand même la classe. Alors, comment tu as fait pour intervenir dans ce panel d'experts? On sait en plus que les femmes sont sous-représentées. Donc, Alors, BFM, c'était une invitation via Erol. Et par contre, je suis passée aussi dans l'émission de Stéphane Soumier, sur Bismart. Et là, c'est lui qui m'a contacté via Twitter parce que j'avais un article qui est sorti dans les Échos. C'est-à-dire que les Échos, en fait, publient régulièrement des demi-pages qu'ils appellent les belles feuilles. Et donc, ce sont des extraits de livres. Et moi, j'ai un extrait de mon livre qui est sorti en plein été, le 15 juillet, enfin le 14 ou le 15, et qui parlait en fait des mentors. Et donc, il m'a contacté par Twitter et il m'a dit après que c'était le titre du bouquin qu'il avait interpellé. Alors, il faut dire que lui, il sortait effectivement d'une aventure salariée et il montait son activité. Il y a peut-être eu ça aussi. Voilà.
Non, mais c'est génial et ça me fait penser que peut-être tu peux nous parler aussi, c'est la croix et la bannière de trouver un éditeur, certes, peut-être que tu gagnes moins d'argent, j'en sais rien sur la publication, certes, mais ça a aussi ce genre d'avantage-là, de pouvoir faire ta promo et tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu les pour et les contre de passer par un éditeur, ou parce que je sais qu'il y a aussi l'auto-édition? Alors, le fait de travailler avec un éditeur, c'est que vous avez quelqu'un en fait qui s'occupe de vous, puis vous avez aussi une entreprise qui s'occupe de la logistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez remis votre manuscrit, eux se chargent de l'imprimer et se chargent de le distribuer dans des points de vente et après, éventuellement, de le distribuer via des réseaux de type Fnac en ligne, Amazon, etc. Quand vous auto-éditez, bon, bien sûr, vous allez gagner plus d'argent, vous allez sans doute vous pouvez travailler plus rapidement, puisqu'en fait, c'est vous qui décidez, hein, vous écrivez et puis derrière, vous lancez tout le processus qui est l'impression et la distribution ou le fait de travailler le livre sous format complètement dématérialisé. Mm. Après, c'est vrai que la promotion, vous devez la faire, vous. Maintenant, il faut bien se dire qu'un éditeur aujourd'hui, il a énormément de titres qui sortent et il ne peut pas faire de la promo pour vous tout le temps. Ouais, Bah, c'est ça. voilà, donc c'est pas parce que vous êtes édité chez Erol ou chez un autre éditeur que vous n'avez pas, vous, à prendre en charge une partie de l'activité promotionnelle. Et Mm. puis, de toute façon, un livre, moi, j'ai découvert que c'était quelque chose qui vit longtemps. Mm. C'est-à-dire que vous écrivez, après, il sort, et puis après, il y a toute une vie qui s'installe. Les gens vont l'acheter, les gens vont le lire, ils vont le recommander. Vous allez commencer à échanger avec vos lecteurs. Donc, et puis, il va y avoir la recommandation de bouche à oreille. Donc, ça prend un certain temps, tout ça. Mm. Alors, puisque tu nous lances dans l'environnement, enfin l'horizon temporel, et ça, c'est ce qui fait le plus peur aux gens, je pense, hein. On ne se rend pas compte encore, peut-être qu'on sous-estime, mais ça prend combien de temps d'écrire un livre? Vraiment, donne-nous un peu la vérité brute, du moment où tu as écrit ton synopsis jusqu'à la publication. Ben, moi, ça a été rapide parce que le contrat, je l'ai eu finalement assez rapidement. Et j'ai choisi d'écrire le livre assez vite. Ok. C'est-à-dire que j'ai choisi de consacrer du temps et en fait, je l'ai écrit en 6 mois. Et du Maintenant, temps, tu dis, c'est genre 100% de ton temps, non. 50% de ton temps, Oh c'était non, quoi? non, non. Non, non, c'est 30% de mon temps quand même. Ok. Donc, ça veut dire que j'ai consacré mes week-ends. Mhm. Ça, c'est pas 30% de mon temps, quand on est entrepreneur, je sais pas si on peut parler de temps de travail, mais j'ai quand même consacré des week-ends à écrire. Mais bon, moi, j'aime écrire. Mm. C'est un hobby, etc. Et en fait, je me suis créé une discipline. C'est-à-dire que je me suis bloqué des moments où j'écris. Et Mm. moi, j'écris bien. Je sais pas écrire 1 heure par jour. Moi, j'écris par bloc. C'est-à-dire que Mm. je peux écrire, par exemple, une demi-journée. Puis Ok. j'ai tout un système. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai le plan, qui est très, très succinct, je vais d'abord le détailler énormément. Et puis, je vais commencer à écrire. Et puis après, je vais repasser sur le premier draft et l'affiner. Alors, il D'accord. faut dire que quand on écrit sur quelque chose qu'on connaît, c'est facile parce qu'en fait, on a tout en tête. Et moi, Mm. j'avais déjà pas mal écrit sur certains sujets, Mm. donc c'était bien en main, en bouche, enfin, je sais pas comment on Mm. dit. Mais c'est pas comme du roman où on crée tout. Et là, on est quand même sur des sujets que les gens connaissent. Mm. Maintenant, il faut se dire que ça doit être compréhensible par la personne qui va le lire. Et c'est là que se trouve peut-être la difficulté. Et moi, je dis souvent que j'écrivais comme si je racontais une histoire à quelqu'un qui était en face de moi. Mm. Je m'imaginais un entrepreneur ou un indépendant qui commençait, et je me suis dit, bah, quelles questions il va me poser? Et j'ai tiré les fils comme ça sur tous les sujets. Et Mm. en fait, ce que j'écrivais était la réponse que je lui faisais. Non, mais c'est super bien, c'est pragmatique. Et alors, plusieurs questions là-dessus, mais est-ce que c'était quoi les difficultés principales que tu as rencontrées vraiment dans l'acte d'écriture et quels conseils tu aurais envie de donner à des gens qui sont peut-être moins à l'aise en termes d'écriture? La difficulté que j'ai rencontrée, moi, j'écris assez facilement. La difficulté que j'ai eue, c'est vrai, c'est de passer d'une écriture web à une écriture livre. Parce que moi, je suis habituée à écrire des articles avec un style qui est très conversationnel, Mm. très dans le rythme. Et en fait, le livre est quelque chose qui est beaucoup plus étiré, avec beaucoup plus d'explications.
Exemple, quand on commence un chapitre, on précise ce qu'il y aura dans le chapitre. Et en fait, il faut des liens, il faut lier les choses, il faut beaucoup plus développer. Donc ça m'a, le premier chapitre, j'ai dû faire switch on, switch off, switch on, et arriver à parler comme ça. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Je ne sais plus quel conseil, c'est ça? Moi aussi, j'ai oublié la deuxième partie de la question. Non, bah oui, quel conseil tu donnerais à ceux qui font l'exercice d'écrire, vraiment, quand on parle vraiment de la rédaction pure? Ah bah, je pense qu'il faut écrire des phrases courtes, hein, sujet, verbe, complément. Mais ça, c'est dans tout. Et vraiment se dire pour qui j'écris. Et est-ce que ça va intéresser mon lecteur? Et est-ce que c'est compréhensible? Parce qu'en fait, quand on est expert, on sait beaucoup de choses sur tout. Enfin, surtout non, mais sur ce sujet-là en particulier. Donc, c'est se dire, est-ce que c'est du détail ou est-ce que ça intéresse vraiment quelqu'un qui va acheter ce livre? Donc ça, je pense que c'est important de vraiment se mettre à la place du lecteur. D'accord. Et en termes documentaires, je sais pas, j'essaye d'imaginer ton espace de travail, tout ça. Je sais pas, tu avais le plan à un endroit, l'écriture à un autre endroit, ou c'était tout dans le même document? Qu'est-ce que tu utilisais comme outil pour Alors moi, faire je tout ça? suis une fan des cahiers, donc ça veut dire que j'écris sur l'ordinateur, j'écris en tapant à l'ordinateur. Et avant, je fais énormément de cahiers avec des plans détaillés, des mind maps, etc. En fait, un livre, moi, je le porte et je le vis. Donc, je vais détailler, puis je vais savoir à peu près ce que je vais mettre, et puis après, je vais repenser à ça à un autre moment, etc. Moi, j'ai besoin de passer mais quand j'écris un article, je fais aussi toujours un plan, un mind map au début. Donc, j'ai besoin de passer par ça. Et puis surtout, je lis énormément sur le sujet. Je lisais déjà beaucoup sur le sujet, mais comme j'ouvre plein de sujets qui sont annexes, quand on parle de l'entrepreneuriat, on va parler du temps, on va parler du réseau, on va parler de la façon de parler en public, enfin plein de choses. Donc je lis encore beaucoup. J'ai des boîtes de livres. Et donc à la fin de chaque chapitre, j'ai rajouté dans le livre ce que j'ai appelé mes ressources. Donc en fait, ce sont des livres que j'ai lus et que je recommande. Et c'était peut-être ma question, parce que j'imagine bien l'esprit d'escalier qu'on peut avoir quand, déjà, même moi, quand je me lance dans un podcast, un article, machin, j'ai pensé à d'autres trucs. Et des fois, ça nous emmène sur un truc un peu vertigineux. À la fin, on a 17 ramifications et il faut refermer la boîte. Comment tu fais quand tu as besoin de... peut-être tu as interviewé des gens ou de vérifier des chiffres ou des sources. Qu'est-ce qu'on doit faire quand est-ce que tu mentionnes des gens? Quelles sont les règles en la matière? Alors, il est évident que tu vas lire beaucoup de choses sur le sujet. Il est évident que tu ne vas pas recopier ce qu'ont écrit d'autres. Voilà, donc ça s'appelle du plagiat. Donc, ça veut dire que même si c'est de l'anglais vers le français d'ailleurs. Ça s'appelle de la traduction. Voilà, maintenant, si tu cites par exemple la définition qu'a utilisée quelqu'un parce que c'est un expert sur le sujet, tu dis que c'est la définition de monsieur machin ou de madame machine et tu le mets à la définition en fait entre guillemets, mais tu dis bien qu'elle lui appartient. Voilà. Donc, il y a après sur le lancement d'un produit, il y a quand même des choses qui sont incontournables aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Il y a des choses que on fait tous, mais on les raconte tous à notre façon. Et peut-être qu'on insiste plus sur certaines choses. Alors, je sais que moi, ma signature, c'est de rendre les choses simples et évidentes, donc d'avoir une compréhension qui est très simplifiée, enfin, dans le bon sens du terme, et puis d'amener les gens à agir, donc directement de proposer un mode d'emploi. Donc voilà, ça c'est aussi le parti pris, l'angle, la signature que j'ai. Mais ça, c'est comment moi, je travaille un contenu qui est que finalement, on va retrouver des éléments identiques dans les livres sur l'entrepreneuriat. Simplement, ils seront traités avec ma sensibilité et ma signature. Ok. Et alors, du coup, là, on en était dans l'écriture. On a compris que c'est surtout vraiment beaucoup de disciplines personnelles. Tu le fais relire à quel moment et par qui? En théorie, tu as deux solutions. Soit tu le relis toi, à voix haute, c'est déjà pas mal. Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a des tas de choses qui vont pas du tout. Tu peux, en fait, l'éditeur le relira de toute façon. Et puis, tu peux avoir autour de toi des gens qui vont servir un peu de bêta-testeurs et qui vont relire le livre. Puis, en fonction de
de certains sujets, tu peux demander à certaines personnes de relire certaines parties parce que c'est des experts sur ce sujet-là. Quand tu vas sur des sujets qui sont tangents à ce que toi, tu fais. Maintenant, par exemple, sur certaines choses ou quand tu cites des gens, tu les préviens. En tout cas, moi, ça m'est arrivé sur le livre. J'ai prévenu la personne parce que j'avais trouvé une citation intéressante de cette personne dans une interview avec un chiffre qui me semblait vraiment marquant. Et donc, j'ai demandé à cette personne si je pouvais citer ce chiffre et je lui ai envoyé ce que je comptais écrire dans le livre pour pas que ça sorte complètement du contexte et surtout pour bien vérifier que le chiffre est toujours d'actualité. Oui. Parce que sinon, tu te retrouves avec des données qui ont 2-3 ans, le chiffre a varié. Enfin, moi, je suis universitaire, donc je suis assez sur ce sujet-là. J'ai été à bonne école entre guillemets, donc il y a tous ces éléments-là, mais bon, c'est intéressant, ça fait rencontrer plein de monde aussi, donc ça c'est sympa. Ouais, c'est ça. Ça permet aussi de créer le contact. Tu disais avec ta communauté de lecteurs. Alors justement, raconte-moi un peu une fois que, en gros, tu vas publier le livre. Alors, je sais pas si tu peux nous donner les chiffres d'ailleurs, mais je me demandais combien tu as vendu de livres. Les lecteurs qui t'ont contacté, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui t'ont contacté? Comment s'est créé le dialogue? Et qu'est-ce que tu as fait, toi, pour faire la promo du livre une fois qu'il est sorti? Alors moi, j'ai fait une sorte de teaser, c'est-à-dire que j'ai expliqué d'abord que j'avais signé un contrat pour écrire un livre. Et puis, je crois que c'est 6 semaines avant, j'ai expliqué que voilà, le livre était imprimé. Après, j'ai montré que j'étais chez l'éditeur, que j'avais vu le livre pour la première fois. Enfin voilà, on crée une histoire où en fait on embarque les gens. Alors sur le nombre de livres vendus, non, c'est un chiffre que je ne donne pas parce qu'il varie toujours. Et puis c'est un livre professionnel, donc les gens vont toujours comparer avec des mesures qu'ils connaissent, qui est largement, enfin qui sont des livres en fait grand public vendus par des stars de l'édition. Donc ils vont trouver ça dérisoire. Donc c'est des chiffres, peu d'auteurs en fait les donnent. Enfin, dérisoire, je te rassure, parce que si c'est autant de clients potentiels, c'est que c'est riche. Oui. Enfin, il y a des gens qui achètent les livres et les livres leur suffisent quand même. Donc, ouais, ou qui les lisent pas. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Et après, effectivement, le dialogue, il y a des gens qui te contactent, puis il y a des gens que tu retrouves parce que ils commentent en fait ce que tu écris sur les réseaux. Donc, le dialogue, il se fait comme ça. Et puis, c'est vrai que j'ai fait une séance de dédicace dans une Fnac parisienne. Ça, c'est vrai que c'est moi qui l'ai cherché. Ça, c'est moi qui ai été voir la Fnac des Ternes parce que je la connais bien. C'est l'endroit où je me fournis abondamment en livres et que j'ai aussi fait une dédicace chez Filigrane à Bruxelles, qui est aussi ma librairie de référence. Donc, en fait, toi, tu joues sur 2 pays aussi, c'est vrai. Ouais. En fait, je suis née en Belgique, j'ai fait mes études et j'y ai travaillé jusqu'en 99. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais un bon réseau professionnel. Et j'avais envie aussi de vendre le livre là-bas. Donc, oui, j'ai profité du livre pour retourner un peu plus en Belgique. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai commencé mon activité d'indépendante en faisant du conseil en stratégie commerciale pour des entreprises belges qui s'implantaient en France. Et c'est encore une activité que j'ai aujourd'hui. Donc, voilà, je suis entre les 2 pays. Mais je vis à Paris, je vis en France, mais j'étais encore très souvent en Belgique jusqu'au mois de mars. Je n'y vais hélas plus. Beaucoup. J'y suis retournée quand j'ai pu, mais maintenant je ne peux pas donc. Bon, bah écoute, en tout cas, merci pour ce témoignage. Qu'est-ce que ça t'a changé dans ta vie pro entre le avant et après avoir écrit ce livre? Le fait que je suis une auteure, c'est-à-dire que je vais pas en écrire un, je vais en écrire plusieurs, ça c'est sûr. Ça m'a confortée dans le fait que j'aime écrire et que je pense que je fais ça assez bien, même très bien, puisque j'ai eu des retours et ça fait toujours plaisir. Et puis quand j'entends des personnes me dire c'est le livre que j'aurais voulu avoir quand je me suis lancée ou ce livre m'a beaucoup aidé, ça me fait plaisir, c'est clair. Et puis c'est vrai que quand on réussit ce genre de projet, c'est quand même un boost à la confiance, quoi. C'est se dire bon ben voilà. Alors, le problème c'est que après de nouvelles choses, il faut trouver un projet qui est très ambitieux, quoi. Un film. On met la barre à un certain niveau. Netflix.
On verra. Mais c'est vrai que c'est mettre la barre à un certain niveau. Mais oui, ça donne une super confiance en soi. Ça, c'est vrai. Bon, mais c'est hyper bien de te voir là rayonner comme ça. C'est vrai que c'est super motivant. J'espère que vous qui nous écoutez, ça vous donne envie. Alors justement, c'est un peu ma question traditionnelle. Frédéric, qu'est-ce que tu aurais envie de leur donner comme challenge ou comme défi aux personnes qui nous écoutent? Oh là là, la question. Ah ben moi, je dis qu'il faut pas avoir peur de rêver, surtout aujourd'hui. Parce que je cite à la fin du livre, dans les remerciements, deux personnes qui sont deux rôles modèles pour moi. Il y a entre autres Sœur Emmanuelle Olympe de Gouges, et je cite aussi la citation de Gandhi: soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Voilà. Et ces deux femmes-là sont l'incarnation de cette citation-là, chacune dans leur domaine d'activité, ou dans leur domaine de réalisation et d'accomplissement, je vais plutôt dire. Donc je dirais surtout, n'arrêtez pas de rêver. Et voilà, les rêves sont là. Et les rêves, ça commence par une première action, une première chose, et se mettre en mouvement. Et c'est parti comme ça. Et en parler autour de soi, c'est une forme de prise d'engagement. Voilà, de dire, voilà, j'en parle, donc quelque part, c'est parti. Mais je pense que c'est surtout aujourd'hui. Il faut vraiment, il ne faut pas, parce que c'est pas une injonction, mais j'invite chacun à ne pas arrêter de rêver et d'y aller, quoi. C'est juste incroyable, voilà. Super, et tu sais que moi je reçois plein de messages après chaque épisode, donc ça me fait plaisir. C'est que en vous écoutant, mes fabuleux invités du board, il y a plein de gens qui se mettent dans l'action. Et ça, c'est ma plus belle récompense, quoi, de prendre le temps d'enregistrer ces conversations, si ça peut impulser, enfin voilà, donner l'impulsion à certains de se bouger vers leurs rêves, ça c'est génial. Et alors, si certains d'entre nous ont des velléités de passer du salariat à l'entrepreneuriat, puisque c'est le sujet de ton livre, je rappelle le titre donc Adieu salariat, bonjour la liberté, quelle promesse, aux éditions Erol. Est-ce que tu peux terminer par nous dire qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et justement c'est quoi ton angle et quels sont peut-être tes 2-3 key learnings de ce livre-là? Alors, il y a 2 premiers chapitres qui sont consacrés vraiment au projet, c'est-à-dire ce qu'on appelle le projet entrepreneurial, ce qu'on va faire. Et en gros, c'est ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, ce pourquoi les gens sont prêts à payer. En gros, c'est ça les trois éléments moteurs. Après, c'est largement développé. Et ensuite, je vais développer en fait 5 pistes. Devenir consultant, devenir coach, être slasher, c'est-à-dire avoir plusieurs activités, être pluriactif donc en même temps, reprendre une entreprise et être start-upper. Et donc, je vais chaque fois indiquer ce qu'il faut faire au démarrage et ce qu'il faut faire ensuite pour se développer, avec toujours un focus qui est de trouver des clients et de se développer au niveau commercial. Il y a 2 choses que j'ai voulu, c'est d'abord des choses pratiques, des modes d'emploi. Donc, vous voulez faire du réseau, comment on fait? Vous voulez faire un pitch, comment on fait? Vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, comment il faut faire? Donc voilà, avec des choses très pratiques pour directement mettre en action. Et puis aussi pour chaque piste, donc pour les 5 pistes, il y a un témoignage d'une femme et un témoignage d'un homme qui racontent en fait comment eux ont procédé. Alors ils le racontent avec leurs mots et avec leur expérience. Mais ça illustre finalement le propos. Bon, génial, ça donne envie. Et puis, je sais que parmi nous, il y a plein de gens qui travaillent dans ces domaines, donc c'est chouette. Après, moi, je suis quelqu'un de curieux en plus, donc même si vous n'avez pas envie de vous lancer, je trouve que, par exemple, avoir l'esprit entrepreneur, c'est utile aussi en tant que salarié et de plus en plus recherché. Donc, voilà. Et quel est le dernier mot de la fin, le dernier petit mot de motivation que tu as envie d'adresser aux dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent, Frédéric, avant qu'on se quitte? La générosité, voilà, parce que tu m'as contacté et voilà, moi j'essaye de répondre présente aussi et de partager mon expérience parce que ce livre m'a fait comprendre aussi une chose, c'est le côté inspirationnel. C'est-à-dire que ce que moi j'ai pu faire à mon échelle, quelque part, ça va donner envie à certaines personnes de se lancer.
Et ça, je pense que c'est une forme de générosité. Et je pense que c'est important. En tout cas, moi, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Et voilà. Et je voulais juste dire aussi une autre chose, c'est qu'il faut oser. Tu as osé me contacter. Et en fait, qu'est-ce qu'on risque? C'est un oui et parfois un non. Alors franchement, l'analyse coût-bénéfice, elle est vite faite, hein. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir dit oui, Frédéric. C'était un super moment. On a appris plein de choses et j'espère que ça va vous donner envie de vous lancer. Moi, j'ai presque envie là d'aller écrire des pages. Mais bon, je ne suis pas aussi avancée que toi sur les idées, etc. Mais je vais déjà beaucoup lire et je vais te lire, Frédéric. Et ça me ferait plaisir que vous alliez jeter un petit coup d'œil aussi donc à Adieu Salariat, bonjour la liberté. Frédéric, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à la prochaine sur les prochains épisodes du Board. Bye Au bye. revoir, Flavie.